Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Cahiers du Pacifique Sud contemporain. Collection dirigée par Alban Bensa et Marie Salahoun. Cette collection publie des travaux en sciences sociales de chercheurs français et étrangers. Elle a pour objectif d'aider à la compréhension des transformations actuelles du Pacifique. Elle est le prolongement du séminaire de formation à la recherche dans l'ère océanienne, FRAO, organisé à l'EHESS, à Paris, depuis 1991. Déjà paru. Alban Bensa et Jean-Claude Rivière dire, 1998, Le Pacifique, un monde épars. Christine Hamelin et Éric Wittersheim dire, 2002, La tradition et l'État. Église, pouvoir et politique culturelle dans le Pacifique. Isabelle Merle et Michel Nepel dire, 2003, Les rivages du temps. Histoire et anthropologie du Pacifique. Christine Demer et Marie Salahoun dire, 2007, À l'épreuve du capitalisme. Dynamique économique dans le Pacifique. Yannick Fer et Gwendoline Malogne-Fer dire, 2009, Anthropologie du christianisme en Océanie. Jacques Vernaudon et Véronique Filleul dire, 2009, Vers une école plurilingue dans les collectivités françaises d'Océanie et de Guyane, hors série. Natacha Gagné et Marie Salahoun dire, 2010, Visage de la souveraineté en Océanie. Dorothée Ducy et Éric Wittersheim dire, 2014, Villes invisibles. Anthropologie urbaine du Pacifique. Véronique Filleul et Pierre-Yves Lemeur dire, 2014, Terrains océaniens, enjeux et méthodes hors série. Christine Demer et Benoît Trépied dire, 2017, La coutume kanak dans l'État. Perspective coloniale et postcoloniale sur la Nouvelle-Calédonie, hors série. Gamepa Tieden J.E. accent aigu N.A.A. Pali C.U.E. accent aigu J.A.T. Mai, Chemoui. Nous avons perdu aujourd'hui l'un de nos grands sapins. Ce volume est dédié à la mémoire de celui qui fut le co-directeur de la collection des cahiers du Pacifique Sud depuis 1999, le regretté Alban Bensa. Quand la musique s'en mêle, dans le Pacifique Sud. Création musicale et dynamique sociale. Texte réuni et présenté par Stéphanie Genex-Rabault et Monica Stern. Les auteurs. Aurélie Contevaux est maître de conférences à l'IREST, Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est membre de l'EIREST, équipe interdisciplinaire de recherche sur le tourisme et A7337. Docteur en anthropologie de l'Université Aix-Marseille et du Credo, Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie, UMR 7308, sa thèse soutenue en 2011 s'intitule Performance polynésienne, adaptation locale d'une formule culturelle touristique globale en Nouvelle-Zélande et à Tonga. Elle a reçu la bourse de la Fondation Eugène Fleischmann en 2015 à 2016 et a été postdoctorant du LabEx Cap, Création, Art et Patrimoine, Musée du Quai Branly en 2012 à 2013. Denis Crody est ethnomusicologue à l'Université Macquarie à Sydney, en Australie. Il est spécialiste des musiques populaires et du string band en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il a enseigné la musique à l'université durant plusieurs années. Ses recherches portent sur l'industrie musicale, les effets des technologies musicales et des politiques identitaires post-coloniales étudiées à travers la musique. Il est l'auteur de nombreux articles publiés dans des revues spécialisées, et l'ouvrage Hearing the Future, The Music and Magic of the Sanguma Band figure parmi ses publications récentes. Georges Kumbo est installé au Vanuatu depuis 1991. De nationalité française et ni-Vanuatu, il dirige l'Alliance française de Port Vila. Il est par ailleurs, depuis 2014 conseiller des Français, élu pour la circonscription du Vanuatu. Enfin, avec son épouse Christelle Thieffry, ils ont initié le mouvement No Plastic, PLI, qui a conduit le Vanuatu à adopter l'une des législations les plus sévères pour lutter contre la pollution plastique. Brian Dietrich a obtenu son doctorat à l'université d'Awafi à Manoa et enseigne l'ethnomusicologie à l'université Victoria de Wellington en Nouvelle-Zélande. Ses recherches portent sur la musique et la danse en Océanie, plus particulièrement sur celle des États fédérés de la Micronésie. Il est membre du conseil d'administration de l'International Council for Traditional Music,
ICTM, est président du groupe d'études sur la musique et la danse en Océanie, Study Group on Music and Dance of Oceania, de l'ICTM. Parmi ses publications, nous pouvons mentionner Music in Pacific Island Culture, Experiencing Music, Expressing Culture, dont il est co-auteur, ainsi qu'un volume coédité intitulé Perspective in Motion, Engaging the Visual in Dance and Music. Jane Freeman Moulin est professeure et directrice des études en ethnomusicologie à l'Université d'Hawaii. Ancienne danseuse au sein de troupes professionnelles des plus connues à Tahiti, Temaeva, Tahiti Nui, et la compagnie itinérante The Royal Tahitian Dancers, et chanteuse avec le Pupu Imen du district de Papara, elle a participé pendant 5 ans à des spectacles primés au Eva Tahiti et a dansé pour le Eva des écoles. Parmi ses ouvrages publiés, on peut citer The Dance of Tahiti, Music of the Southern Marquesas Islands, ou encore Music in Pacific Island Culture, Experiencing Music, Expressing Culture, dont elle est co-auteure. Elle a également signé de nombreux articles de revues et d'encyclopédies sur la musique et la danse en Polynésie française. Ses recherches actuelles portent sur les performances multidimensionnelles et l'histoire de la musique dans l'Église marquisienne. Stéphanie Genex-Rabot, ethnomusilinguiste, mène ses recherches en Nouvelle-Calédonie depuis 1999. Elle est membre de l'équipe ERALO à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Ses recherches concernent les langues et cultures océaniennes, avec une focalisation particulière sur les productions artistiques dans le Pacifique. Elle a collaboré à un programme de recherche interdisciplinaire qui met en lumière la richesse des dynamiques de contact de langues et de cultures perceptibles dans les expressions musicales urbaines, les langues dans la ville, pratiques plurilingues et artistiques à Nouméa, Colombelle Teira, Filleul, Genex-Rabot et Vente de Pute, 2014 à 2016. Soufiane Karim est artiste chorégraphe issu de la danse hip-hop. Il dirige de nombreux projets de recherche et d'expérimentation artistique via l'école La Compagnie, qu'il a créée et dirige depuis 2008 en Nouvelle-Calédonie. Danseur et professeur de danse, il intervient dans plusieurs projets d'enseignement notamment avec les universités de Auckland, NZ, et en Nouvelle-Calédonie. Monica Stern est ethnomusicologue, chargée de recherche au CNRS. Après avoir été membre du Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie, CREDO, ex-Marseille Université, CNRS, EHESS, pendant 9 ans, elle fait désormais partie, depuis septembre 2020, de l'équipe du Centre de recherche en ethnomusicologie, CREM, au sein du Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, LESC, CNRS, Université Paris-Nanterre. Ses travaux portent sur les musiques de l'archipel mélanésien du Vanuatu, où elle a réalisé de nombreux séjours de terrain depuis 1998. Parmi ses publications, un CD accompagné d'un livret électronique intitulé Musique du Vanuatu. Fêtes et mystères dont elle est co-auteure. Plus récemment, elle a écrit sur les contextes musicaux urbains, les expressions identitaires postcoloniales, ainsi que les problématiques concernant l'industrie musicale. Elassiana Razafi-Madimbi-Manana est maîtresse de conférences en sciences du langage. La plasticité de ses ancrages disciplinaires, sociolinguistiques, didactiques, études visuelles, conjuguée à une conception interprétative de la recherche l'amène à relier sciences-arts. Après les terrains canadiens et hexagonaux, elle développe avec l'équipe ERALO de l'Université de la Nouvelle-Calédonie des projets de recherche et de formation qui font œuvre de médiation pluriartistique. L'objectif est de créer en collaboration avec différents artistes de nouveaux espaces de réappropriation, de revalorisation et de circulation des savoirs plurisensoriels. Elle a récemment théorisé les micro-agressions linguistiques avec Fabrice Wakali, linguistique océanienne, via une photographie activiste, article dans les revues Hermès numéro 83 2019 et l'Idylle numéro 61 2020. Le principal motif de son engagement critique est de repenser les rapports sociaux aux langues, aux autres et aux savoirs qui en découlent. Eric Wittersheim est maître de conférences à l'EHESS et membre du IIAC. Il a enseigné le bislama, langue nationale du Vanuatu, à l'INALCO et a été chercheur au Pacific Islands Development Programme du East-West Center à Honolulu, Hawaï. Il consacre ses travaux à la construction de l'État et aux mobilisations politiques en Mélanésie,
ainsi qu'aux différentes formes de représentation visuelle des Océaniens. Parmi ses publications récentes, Introduction à l'anthropologie du politique avec Ercia Volela, de Boc Supérieur, 2016, et Filmé dans le Pacifique, numéro spécial du Journal de la Société des Océanistes avec J. Delargy-Illy, 2019. Il a également réalisé plusieurs documentaires dont Grassroots, Ceux qui votent, prix du jury au FIFO de Tahiti en 2004, et Le salaire du poète, prix Bartok au Festival Jean Rouch en 2009. Dynamique musicale dans le Pacifique Sud. Stéphanie Genex-Rabot, Monica Stern. Des musiques exotiques aux Popular Music Studies. L'image exotissante des îles du Pacifique s'est construite à partir du XVIe siècle. Les musiques et les danses en particulier ont été l'une des cibles privilégiées des imaginaires coloniaux. La fabrique du mythique et antithétique couple de la vainée lascive dansant la hula-hula et du cruel cannibale gesticulant au rythme d'un pilou-pilou endiablé, Boulet 2005, a occupé une place centrale et tenace dans les documentations scientifiques produites en Europe sur les pratiques musicales des populations des mers du Sud. Le tourisme, comme l'industrie du disque et du cinéma ont perpétué et entretiennent encore aujourd'hui la diffusion de clichés sur celles-ci. Ces représentations stéréotypées apparaissent sur des pochettes de disques, Connell et Gibson 2008, des supports publicitaires, dans des enregistrements, des clips vidéo ou bien des films. Le langage visuel s'est constitué d'images nostalgiques et de symboles exotiques, d'îles océaniennes paradisiaques. Il a durablement été véhiculé par cette industrie, à travers le monde. Le cinéma a été l'un des vecteurs importants de fiction romancée, Delargy-Illy et Wittersheim 2019, au sein desquels Cannibal et Vainé occupaient le rôle du sauvage, tour à tour inquiétant ou séduisant. La production scientifique en anthropologie a également participé à la diffusion de tels imaginaires construits et fantasmés, Bensa 2006. Dans le milieu anglo-saxon, l'anthropologie a commencé à s'intéresser aux transformations liées au processus de décolonisation et d'urbanisation à partir des années 1930, à propos d'une Afrique alors en pleine mutation. En France, ce sont également des africanistes comme Ballandier, 1951, puis les anthropologues marxistes des années 1960 à 70 qui sont les précurseurs d'un changement d'orientation de la pensée anthropologique. Cependant, il faudra attendre plusieurs décennies avant que l'anthropologie française ne se détache d'une vision fixiste et anhistorique, et qu'elle ne s'ouvre au monde contemporain. Auger 1994, Sciavolela et Wittersheim 2016. Nombre de travaux essentiels de chercheurs océanistes français, Godelier, De Coppet, Lemonnier, Tcherkezov, pour n'en citer que quelques-uns, ont enrichi les connaissances scientifiques sur cette région. Néanmoins, ce n'est qu'à partir de la période dite des événements 1984 à 1988, en Nouvelle-Calédonie, Djibaou 1996, Bensa 2006, et celle des revendications identitaires d'archipels mélanésiens en marche pour l'indépendance, que les thématiques du changement social et du fait colonial commencent à être traitées. Fondés sur les coutumes et cultures locales, ces mouvements politiques font émerger des questionnements et des débats sur la réinvention de la tradition et la construction des identités nationales dans le champ de l'anthropologie en général. Plus récemment, plusieurs études en sciences humaines et sociales se focalisent sur des villes océaniennes, Ducy et Wittersheim 2013, Colombel-Teira et Hall 2016, Jourdan et Lindström 2017, et d'autres faits contemporains situés dans le Pacifique, Glovchevski et Delargy-Illy 2014, Servi 2017. Des approches pluri-interdisciplinaires se multiplient également dans des travaux océanistes en France. L'élargissement des sujets de recherche semble plus tardif en ethnomusicologie. Jaap Kunst, 1969/1, définit initialement l'ethnomusicologie comme l'étude des musiques traditionnelles. Il les distingue explicitement des Western Art and Popular Entertainment Music, qu'il exclut d'emblée de la discipline. Timothy Rice, 2014/24, situe autour de 1978 la période de maturité de l'ethnomusicologie. Celle-ci se démarque alors progressivement des seules musiques authentiques, qui seraient, a priori, uncontaminated by modern life, en s'intéressant désormais aux urban, popular and hybrid form of music. Philip Hayward, 1998/2, souligne l'apparition durant les années 1980
de l'intérêt pour les musiques qu'il qualifie de syncrétiques, l'émergence du phénomène de la world music, CAD, de la commercialisation occidentale des productions musicales de musiciens non occidentaux, prend son essor plus précisément par une série de collaborations individuelles entre musiciens occidentaux et non occidentaux. Figurant longtemps parmi les oubliés des études conduites dans le Pacifique, Fauter souligne que les musiques syncrétiques y apparaissent massivement au début des années 1990, notamment avec la création du journal Perfect Beat qu'il a alors animé lui-même à l'université Macquarie à Sydney, Hayward 1998/2-3. Comparativement aux dynamiques scientifiques françaises, l'étude des musiques au prisme du développement de l'industrie musicale et de la globalisation est déjà bien ancrée dans les recherches anglophones. 2 articles publiés en 1981, Ben Drops 2013, ont initié un regard nouveau dans le monde des études musicales aux antipodes, celui du chercheur néo-zélandais Alan Thomas et celui de la chercheure australienne Margaret Cartomi. Ils invitaient les musicologues et les ethnomusicologues à considérer l'importance des musiques nées de contact, à l'instar des pidgins et des créoles, qui se sont créées à partir de la rencontre de langues coloniales et locales. À partir du milieu des années 1990, l'institutionnalisation des études sur des musiques populaires, Popular Music Studies, dans certaines universités australiennes et leur rapprochement avec l'ethnomusicologie, leur a permis de se faire une place et de se constituer en champs disciplinaires distincts, Ben Drops 2013/54. L'ethnomusicologie du Pacifique en France s'est durablement inscrite dans un double sillage. D'une part celui de l'anthropologie océaniste, qui a mis un certain temps à s'intéresser à la situation postcoloniale des îles océaniennes, d'autre part celui de l'ethnomusicologie française qui n'a commencé à étudier les musiques autres que traditionnelles et rurales qu'au début de ce millénaire. Les travaux précurseurs qui sont menés au sein d'espaces où les musiques sont encore méconnues des chercheurs et considérées comme en danger, s'inscrivent dans une finalité de conservation et dans un élan d'urgence. Certains d'entre eux sont liés à des demandes institutionnelles comme en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu, durant les années 1990 par exemple. Citons les précieuses études d'Hugo Zemp aux îles Salomon, dans les années 1970, de Jean-Michel Baudet en Nouvelle-Calédonie, dans les années 1980, ou encore ceux de Raymond Aman au Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie, à partir des années 1990, qui ont contribué à poser les bases d'une documentation scientifique conséquente sur les traditions musicales du Pacifique. Une partie de nos propres recherches s'inscrivait dans la lignée de cette tradition ethnomusicologique, avec pour but de contribuer à la constitution de connaissances musicologiques au sein d'espaces encore vierges ou peu documentés. Genex Rabot 2008, Stern 2002, François et Stern 2013. Néanmoins, nos expériences de terrain, au sens méthodologique, mais aussi en tant que lieu de vie, d'activité professionnelle, musicale et de recherche, et nos collaborations, entre autres avec des collègues australiens, nous ont amenés à un changement de point de vue et d'optique. Ainsi, nous avons progressivement cheminé vers une approche plus contemporaine de nos problématiques, Genex Rabot à partir de 2014, Stern 2016. Explorer un angle mort des recherches ethnomusicologiques francophones en Océanie. Le présent ouvrage initie une réflexion commune et interdisciplinaire autour de questions longtemps restées en marge des recherches ethnomusicologiques francophones du Pacifique. Les chapitres rassemblés examinent des pratiques musicales actuelles, tout en tenant compte d'aspects historiques, politiques et économiques liés à leur développement. Ils abordent les processus de production et de distribution, l'utilisation et la place des technologies, le rôle des médias et l'impact de l'industrie musicale. L'industrialisation et la diffusion des musiques à une large échelle, à la fois régionale et mondiale, invitent à se questionner sur le statut du musicien, les processus d'institutionnalisation et les politiques culturelles publiques, ainsi que les actions protectionnistes impliquant des législations sur et autour des musiques. Les festivals de musique organisés dans la région depuis les années 1970 forment également des espaces privilégiés de circulation, de représentation et de performance musicale. Les dimensions d'ordre politique sont connexes à l'ensemble de ces questions, avec d'une part l'héritage colonial,
et d'autre part, les mouvements du revival ou de renaissance culturelle amorcés autour des indépendances des archipels océaniens dans les années 1970 à 80. Compte tenu de l'étendue très vaste des définitions associées au terme de musique, et plus encore à celui de musique populaire, abordé dans une partie des chapitres, nous ne nous lancerons pas ici dans l'exercice périlleux de leur explication ou énumération. Les chercheurs s'y sont essayés. Récemment, Denis Constant-Martin en a proposé une synthèse critique à partir de plusieurs travaux, 2020 sur 25-32. Les chapitres qui suivent se rejoignent plutôt par les thématiques abordées autour de l'industrie musicale que par les styles musicaux. Bien que spécifiques à un espace donné, les répertoires traités peuvent parfois faire face à des problématiques similaires, notamment le fait que les musiques produites émanent d'un tissu complexe et dynamique de relations sociales. Celles-ci s'inscrivent dans la continuité d'une longue tradition d'échange et de circulation musicale dont les filiations sont étendues et variées. Rencontres musicales du début de la période coloniale. Il existe une littérature scientifique abondante en anthropologie sur les échanges de biens, de savoir et de savoir-faire entre les îles du Pacifique. Certains travaux évoquent la circulation de musique dans les îles Taubriand, Malinowski 1922 sur 247 et 1929 sur 185, ou en Micronésie, Dietry Réal, 2011 sur 121. Des éléments musicaux, instruments, mélodies, rythmes, ont voyagé sur des distances plus ou moins éloignées entre les îles océaniennes, Maclean 1994. La recherche d'une inspiration extérieure fait partie intégrante de la créativité. Dans un environnement où l'innovation musicale est socialement valorisée, elle n'est pas nécessairement perçue comme une menace ou une altération. Freeman Moulin 1996 sur 147-148. Fondée sur des processus de transmission et de reformulation, les pratiques se renégocient selon des critères, des opportunités, des stratégies et des arrangements variables. Harrison 1993, Stern 2013, Genex Rabo 2019. Dès le XVIIIe siècle, les Occidentaux de passage ou qui s'installent dans le Pacifique, de plus en plus nombreux, apportent avec eux leurs pratiques musicales. Des influences musicales circulent avec des explorateurs occidentaux, Webb 1993 sur 3. Des écrits témoignent qu'à la fin du XIXe siècle, des fanfares et des groupes utilisant des guitares et ukulélés se constituent et deviennent populaires dans certaines îles polynésiennes. Au début du XXe siècle, des insulaires se familiarisent avec des musiques de différentes puissances coloniales. Dans leur ouvrage, Dietry Réal, 2011 sur 44-46, évoque des chants populaires japonais en Micronésie. Dans les années 1950 à 60, la country music puis les premiers rythmes du rock américain divertissent les habitants. Plus tard, le reggae se diffuse dans toute la région. Enfin, nous pouvons mentionner l'expansion du hip-hop en différents espaces d'Océanie à partir de la fin des années 1990. L'influence de musiques importées par les Occidentaux à Hawaiian engendre l'émergence de formes locales nouvelles, Thomas 2020. Celles-ci deviennent une source d'attraction touristique et se propagent dès la fin du XIXe aux États-Unis, Stillman 2005 sur 74. De nouveaux instruments de musique comme la steel guitare hawaïenne créée par Joseph Kekuku, encore très pratiquée à Hawaï et dans les musiques polynésiennes aujourd'hui, inspirera les luthiers américains Knudsen et Weissenborn, Trautmann 2016. Le jeu de guitare en slide associé aux musiques hawaïennes aurait influencé des musiciens américains de blues ou de country music. L'introduction d'instruments à cordes, les guitares ou les ukulélés, donne naissance au style précurseur de ce qu'on appellera plus tard la Pan-Pacific Pop, qui se répandra au début du XXe siècle dans de nombreuses autres îles océaniennes, Kapler 1998 sur 127. Michael Webb, 1993, décrit comment, dès le début de la colonisation, fin XIXe siècle, des insulaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée étaient recrutés sur des navires marchands au sein des plantations, de la police ou du clergé. Les mobilités de population, aller et retour parfois, qui en découlent, les rencontres avec des blackbirders, des commerçants, des baleiniers et des explorateurs, Hamann 1997 sur 5, ont donné lieu à des interactions sociales. Elles sont à l'origine d'échanges qui ont suscité des créations musicales et linguistiques, telles les Pidgin English. Les plantations et les navires étaient aussi des lieux de pratique musicale où se rencontraient des musiciens d'horizons différents,
Webb et Webganon 2017. Les exemples de musique qui voyagent d'une région à l'autre de l'Océanie sont nombreux, sous l'influence conjuguée de l'urbanisation, des églises, des administrations coloniales, du tourisme ou du revival des traditions. Thomas 1981 sur 190. Les principes de circulation et de rencontre musicale n'ont eu de cesse de se développer et de s'enrichir jusqu'à aujourd'hui en Océanie. La Seconde Guerre mondiale. Un autre chapitre de l'histoire de la région, mieux documenté, a fortement influencé l'évolution des répertoires musicaux dans le Pacifique au cours du XXe siècle, celui de la Seconde Guerre mondiale. Conséquence des conflits, la présence massive de soldats en provenance des États-Unis, d'Australie et de Nouvelle-Zélande s'intensifie dans les îles du Pacifique. Les soldats amènent avec eux de nouveaux styles, répertoires et instruments musicaux. L'orgue à monde, initialement conçu pour l'église, ou l'harmonica. Le jazz, le swing, la country music, le Madison ou bien encore le boogie-woogie deviennent omniprésents dans les bals organisés dans les îles, les espaces publics et à la radio. À Nouméa, des spectacles d'artistes américains sont organisés. Des musiques de Glenn Miller sont diffusées dans des lieux publics. Des haut-parleurs installés en différents points de la ville retransmettent des titres anglo-saxons populaires. Collectif 2008 sur 69. Si les canaux radiophoniques sont essentiellement mobilisés pour la transmission d'informations militaires pendant la guerre, ils servent également d'accélérateur à la diffusion de tout un pan de cultures musicales anglo-saxonnes. Dans la région océanienne, il en résulte un accès croissant à ces répertoires musicaux via la multiplication de concerts et l'ouverture de canaux radiophoniques américains en coopération avec l'Australie, puis de stations néo-zélandaises à partir de 1943. La diffusion musicale à Nouméa est ainsi marquée par des titres populaires. Mexica la Rose, Rum and Coca-Cola, Roll Out the Barrel, You Are My Sunshine. Collectif 2008, Genex Rabo 2020. Des musiciens et des big bands américains passent par le théâtre des armées pour divertir les soldats. C'est le cas d'Artie Shaw, clarinettiste et chef d'orchestre de jazz américain ou bien encore Dan Lewis. S'il n'est pas évident de dater exactement l'apparition du string band, plusieurs auteurs situent son émergence autour des années 1940 à 50, Webb 2019, Elrich 2020. Accompagné par les guitares et ukulélés, le string band est né des contacts entre des insulaires de retour des plantations, des évangélistes ou des étudiants locaux revenant de leur mission ou de leur formation, voire de rencontres avec des soldats américains, Webb 1993. La Seconde Guerre mondiale et les déplacements de population qu'elle a engendrés dans le Pacifique ont suscité une créativité foisonnante dans le domaine des musiques dites populaires. La présence de l'armée américaine dans de nombreux archipels océaniens à partir des années 1940 a fait connaître aux habitants diverses musiques américaines. Amman 2013, Crody 2010. Des Océaniens commencent à former des groupes pour animer des fêtes. Les influences s'opèrent également entre îles du Pacifique. Plus largement, le rayonnement des musiques américaines, notamment le jazz dans le monde, représente un phénomène global à cette époque, Baker 1982. Les conflits mondiaux, les mobilités de militaires et la présence américaine liée à la Seconde Guerre mondiale coïncident avec le développement d'instruments technologiques de communication. La mise en place d'un système de communication sophistiqué au sein des bases insulaires a fait entrer la musique du Pacifique dans l'ère moderne. Pendant la guerre, les musiciens locaux étaient diffusés à la radio, pour la plupart pour la première fois. Les insulaires ont rencontré d'autres nouvelles technologies musicales durant la guerre, comme les phonographes et les magnétophones. Des instruments tels que l'harmonica, la guitare, le ukulélé et l'orgue électronique se sont largement répandus. De nouveaux styles musicaux se font entendre. Lindstrom et White 1990 sur 157. Médias, musique enregistrée et émergence de l'industrie musicale. Les évolutions successives en termes de techniques d'enregistrement et de production musicale ont concouru à de nouveaux moyens de création, ainsi qu'à d'autres modalités de diffusion et de circulation des musiques dans le Pacifique. Les technologies ne sont pas en soi la cause de transformation, mais elles représentent une opportunité de renouvellement des formes d'organisation existantes. Les premiers enregistrements commerciaux des musiques du Pacifique connus à ce jour sont réalisés à Honolulu en 1905,
Stillman 1998 sur 921. Durant les années 1920 à 1930, des musiques se diffusent à partir d'Awafi, par le biais de disques 78 tours circulant essentiellement dans les milieux d'expatriés, Crow 1998 sur 139. Dès les premières décennies du XXe siècle, la radio a contribué à des programmations de répertoires musicaux diversifiés. Finnegan relève que durant les années 1930 à Fidji, la radio commençait à être considérée comme un moyen permettant la circulation de la musique en complément de la filière de disques pour gramophone, Finnegan 2013 sur 144. Les musiques européennes deviennent ainsi accessibles dès les années 1930 dans cet archipel, Finnegan 2013 sur 146. Peu à peu, selon les espaces, les productions locales se multiplient. Elles sont tout d'abord réalisées par des expatriés et par des commerçants majoritairement d'origine asiatique en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Crody page 65, pour la version originale page 111 à page 133 dans cet ouvrage, et au Vanuatu. De plus en plus souvent, elles passent entre les mains des locaux avec les développements récents des technologies numériques. Selon Simon Fries 1988 sur 12, l'industrialisation de la musique ne peut pas être comprise comme quelque chose qui arrive à la musique, car c'est un processus dans lequel la musique elle-même est faite, c'est-à-dire qu'il fusionne et confond le capital, les moyens techniques et musicaux. Les technologies d'enregistrement et de diffusion de la période du début du XXe siècle se mettent en place progressivement, et de manière contrastée d'une zone à l'autre en fonction de l'accessibilité des outils. Ainsi, à Tahiti, dès le début du XXe siècle sont créés les premiers labels d'industrie du disque, Colson 2016 sur 81. En revanche, les enregistrements commercialisés de musique en Papouasie-Nouvelle-Guinée débutent vers la fin des années 1940, Niles et Webb 1987. Il faut attendre les années 1970 pour que la cassette analogique suscite une vague de développement des industries musicales sur place et occasionne l'apparition de studios d'enregistrement. Les possibilités de copie des musiques enregistrées sur support analogique ont favorisé leur expansion par des moyens parallèles. Le piratage et l'échange libre. Des recherches ethnomusicologiques menées en Océanie soulignent que les supports dupliqués, cassettes puis cartes mémoire, fichiers MP3, etc., se partagent par le biais de relations interpersonnelles en dehors des circuits capitalistes usuels. Dietry Réal, 2011 sur 109, Crody 2015 confère la traduction française dans ce volume, Stern 2014. En Nouvelle-Calédonie, le producteur Jean-Luc Martin monte le premier studio d'enregistrement dans les années 1970 à Nouméa. Sollicité par le collectif réuni autour de Jean-Marie Djibaou pour l'organisation du festival Mélanésia 2000, il produit la bande playback du spectacle Kanaké et réalise les premiers albums commerciaux de musiciens kanak comme Chris Band ou Betela. La sortie de cette première cassette tient de la légende. Gypsy, un des premiers magasins de musique de Nouméa, installe sur le trottoir de grosses enceintes qui diffusent en boucle la musique de Betela. 2 rues plus loin, Jean-Luc Martin duplique les cassettes à la demande. 400 cassettes sont parties dans la journée, raconte-t-il. C'était la première fois qu'un groupe mélanésien était enregistré, et c'était la folie. 2013 sur 33. Il monte le label édition Holiday Music, EHM, en 1978 et lance le commerce musical du folk mélanésien, notamment avec Jean-Pierre Swann. Le studio Mangrove, créé en 1989 à Nouméa, est l'un des acteurs majeurs de l'industrie musicale en ce qui concerne les musiques de Kaneka, Bensignor 2013 et du Pacifique Sud. Sa production conséquente comprend des musiques et des musiciens d'un peu partout en Océanie. La multiplication des studios d'enregistrement et la production musicale foisonnante qu'ils éditent et distribuent dans la région, combinée à l'expansion des structures médiatiques, institutionnelles et associatives, a aidé en Nouvelle-Calédonie à la commercialisation de la musique, en particulier à compter du milieu du XXe siècle. De façon plus générale dans la région, les technologies de diffusion et d'enregistrement ainsi que l'établissement d'industries musicales locales ont contribué à la création de nouveaux styles et ont également aidé à maintenir vivantes des traditions plus anciennes. Dietry Réal 2011 sur 129. Le cinéma a aussi joué un rôle de premier plan dans la diffusion de musiques océaniennes dans la région et à l'international. Dès les années 1930,
des répertoires tahitiens apparaissent à l'écran, Colson 2016 sur 81-82. Connell et Gibson 2008 sur 55 rappellent que la période située entre 1930 et 1960 est considérée comme un âge d'or qui a permis aux musiques hawaïennes de faire le tour du monde. Les années 1980 ont marqué le début des productions locales de clips vidéo en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Vanuatu au début des années 2000, Hayward 1998 et 2009. La pan-pacific pop se popularise alors par le biais d'enregistrements audio et de films qui se multiplient. Plus récemment, le développement du numérique a entraîné de profonds changements au sein de l'industrie musicale. De nouvelles possibilités de production se mettent en place. Elles reposent sur un matériel à la fois amélioré, allégé, plus accessible et miniaturisé qu'auparavant. Les moyens techniques actuels nécessitent peu de compétences professionnelles spécifiques, Crody 2015. Les technologies numériques, notamment Internet, facilitent l'accès aux musiques mais aussi la possibilité de les produire, voire de les autoproduire et de les diffuser par soi-même. Aujourd'hui, les musiques peuvent être créées et mises en ligne aisément, puis diffusées et écoutées presque instantanément partout dans le monde. Dans certains cas, les potentialités des technologies numériques donnent un coup de pouce aux industries musicales locales et en accélèrent le rayonnement. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les moyens numériques de circulation non commerciaux se sont installés en parallèle des marchés jusque-là considérés comme officiels, cf. Le chapitre de Denis Crody dans ce volume. Indépendamment des technologies utilisées, le numérique contribue à faire émerger une quantité plus importante de musique que par le biais de l'industrie musicale instituée via les canaux habituels du marché. Les potentialités actuelles contribuent à diversifier le champ de la production musicale et, dans le même temps, à pluraliser les accès aux musiques océaniennes, quel que soit leur statut et leur modalité de production. La question de l'industrie musicale dans le Pacifique touche aussi, comme partout ailleurs, les questions de droits d'auteur et ou de copyright, Niles 1996. Tous les pays ne disposent pas d'un organisme à l'instar de la Société des auteurs-compositeurs-éditeurs de Nouvelle-Calédonie, SACENC, dont les missions consistent entre autres à s'assurer du respect des dispositions liées au Code de la propriété en Nouvelle-Calédonie. Cependant, dans la mesure où plusieurs États du Pacifique ont rejoint ces dernières années l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, ils sont officiellement tenus d'appliquer la réglementation des traités et des lois internationales sur la protection des droits d'auteur pour toutes les musiques. Selon les organismes internationaux à l'initiative des textes actuels, tous les pays signataires des traités doivent se soumettre aux lois concernant les musiques internationales importées. Les droits qui leur sont proposés présument également de protéger les savoirs musicaux locaux et de promouvoir le potentiel économique des expressions artistiques. En pratique, les choses sont souvent bien plus complexes à appliquer. En effet, des formes de propriété sur les savoirs locaux existaient en région océanienne avant la colonisation et les circulations musicales répondent encore souvent aujourd'hui à des lois coutumières de la propriété, McLean 1999, Stern 2013. Les paradoxes qui émanent des différents systèmes en vigueur, mais également de nombreux traités pas toujours adaptés aux réalités locales, sont bien souvent révélateurs des enjeux de pouvoir, de domination et de profit entre les différents pays et institutions, Gemar 2013, Forsyth et Haggart 2014, Leach Stern 2020, confère le chapitre d'Aurélie Contevaux dans ce volume. Deux exemples d'enregistrements collectés par des ethnomusicologues et qui ont été samplés par des musiciens de pop ou world music, Feld 2004, soulèvent des questions éthiques, juridiques et politiques. La musique devient dans ces cas un instrument de forme d'impérialisme culturel, se traduisant par des inégalités de traitement et de rémunération des musiciens locaux face à des artistes internationaux produits par de grandes compagnies musicales. Ces deux exemples soulignent aussi des décalages entre des objectifs scientifiques, des volontés institutionnelles de documenter et de valoriser des fonds musicaux, et des logiques commerciales lucratives des producteurs musicaux et des médias. Parallèlement à l'enregistrement, le secteur touristique et la multiplication des festivals qui soutiennent la mise en scène des spectacles culturels sont connexes à ces problématiques. Tourisme et festival, un marché attractif.
La musique et la danse ont joué un rôle essentiel dans la construction de l'attractivité touristique des espaces insulaires dans le Pacifique. Elles font d'ailleurs partie intégrante des politiques de tourisme au sein de nombreux États d'Océanie, aujourd'hui. Dès les années 1950, Hawaï connaît un développement important du secteur touristique, qui a influé sur celui de la musique, Connell et Gibson 2008. C'est justement dans les îles et les archipels où le développement touristique a été le plus favorisé, à Hawaï, à Tahiti et en Nouvelle-Zélande, que les musiques polynésiennes ont été le plus largement produites et distribuées, Dietrich Real, 2011. La fabrique d'une image paradisiaque, d'une sexualité libre incarnée par le personnage central de la Vainée sur fond de décors de vie simple et heureuse, découle des premiers contacts avec les Européens. Ce genre d'image s'est vite propagé à l'ensemble des îles de la Polynésie et de la Micronésie, Dietrich Real, 2011. Des travaux sociolinguistiques, connexes aux problématiques qui nous intéressent ici, bien qu'éloignés de la région Pacifique, ont souligné comment la recontextualisation de ressources identitaires locales est influencée par des images d'authenticité et d'exotisme recherchées dans le secteur touristique. Dan 1996, Jaworski et Sorlo 2010. Ils évoquent les dynamiques de marchandisation de produits qui en découlent, Pietikainen et Kelly Holmes 2011, Heller et Al. 2014, et les éléments mobilisés pour créer autant l'image de destination que l'expérience touristique elle-même. Jeffrey Sisson, un anthropologue spécialiste des îles Cook, établit des liens étroits entre l'essor touristique et culturel impulsé dans les années 1960 sur l'archipel pour consolider le développement économique et participer à la construction de l'identité nationale. Construire une nation signifie construire une destination touristique, et construire une destination touristique signifie cultiver une culture. La participation dans l'État-nation signifie de plus en plus la participation dans l'industrie touristique. La rhétorique de la nationalité, qui autrefois soulignait les valeurs d'unité et de progrès, célèbre davantage une fierté ethnique et un héritage culturel encore plus commercialisable, 1997 sur 177 et 186. Les arts performatifs, éléments visibles et tangibles d'une spécificité culturelle océanienne que l'on met en lumière, possèdent donc un statut ambivalent. D'un côté, les spectacles élaborés pour les touristes ont été et sont encore parfois considérés comme négatifs et inauthentiques. Perçus à travers le prisme de dynamique musicale dans le Pacifique Sud, l'invention de la tradition, ils sont taxés de marchandisation de la culture, de folklorisation et de productions issues d'une forme de néocolonialisme, Tabani 2002, Babadzan 2009. De l'autre, ils sont souvent vus par les instances locales et les agences de développement comme source potentielle de revenus non négligeables pour l'économie du pays. Des politiques internationales patrimoniales, portées par l'UNESCO, ont finalement contribué à valoriser le tourisme culturel comme un élément d'échange interculturel, de promotion, d'aide à la sauvegarde de l'héritage culturel, autrement dit, comme un moyen de développement économique et identitaire. À la suite d'autres auteurs, Aurélie Contevaux 2014 sur 44, synthétise la contradiction qui se forme entre les politiques de l'UNESCO ayant pour but de sauvegarder et de préserver les patrimoines, et les projets considérant que le patrimoine culturel peut former des ressources de développement. D'un côté, le tourisme est perçu comme une menace. De l'autre, la classification par l'UNESCO donne aux expressions culturelles choisies une reconnaissance, gage d'authenticité, elle est valorisée et recherchée par le secteur touristique. Contrairement au tourisme de masse, la valorisation politique et institutionnelle internationale d'un tourisme culturel le légitime. Saskia Cousin le présente comme un moyen de rencontre entre les cultures, de l'ouverture et de la mobilité prônée par les intellectuels internationaux, en gommant les aspects financiers et commerciaux, Cousin 2008 sur 52. Ainsi entendu, la mise en tourisme et patrimonialisation gagne à être abordée comme deux processus concomitants qui peuvent, sous certains aspects, s'enrichir mutuellement, Contevaux 2014 sur 45. Selon Dietrich et A. 2011 sur 135, le développement du tourisme et des festivals a été plutôt profitable pour le secteur de la musique en Polynésie française, y compris sur un plan économique. Les performances proposées au sein de grands hôtels tahitiens ont permis de garantir une part importante de revenus pour les artistes de l'archipel.
Ces espaces de représentation forment des lieux très fréquentés non seulement par des touristes, mais aussi par un public de connaisseurs. En parallèle des spectacles touristiques, de nombreux festivals locaux émergent à l'échelle d'une seule île, province, nation ou bien plus largement à l'échelle de la région du Pacifique. Le festival est vu, à partir des années 1960, comme une vitrine touristique et un propulseur de profits économiques générés par les représentations culturelles. C'est également un challenge pour des pays du Pacifique, Dietri Real 2011 sur 131-159. Les festivals, aux fonctions variées, forment aussi aujourd'hui des dynamiques de perpétuation de l'héritage musical et dansé, Amman 1997 sur 103. Ce sont des espaces où les habitants peuvent s'auto-représenter et entrer en contact les uns avec les autres. Grâce aux performances de la musique et de la danse, de nombreux Mélanésiens font aujourd'hui l'expérience de leur espace non seulement localement mais également dans un contexte plus large à l'échelle du Pacifique et du monde. Nombre de festivals et de performances pointent la culture musicale comme marqueur de différence et de spécificité, comme moyen de représenter des aspects de compréhension collective ou individuelle de soi dans un monde moderne. Dietri Real, 2011 sur 150. Confère aussi le chapitre de Brian Dietrich dans ce volume. Aussi, certains espaces festivaliers ont pour effet d'atténuer les frontières arbitraires entre des répertoires qualifiés de traditionnels et contemporains. Dietri Real, 2011 sur 159. Des festivals de danse tahitienne ont lieu un peu partout dans le monde. Ainsi, la promotion de la danse hawaïenne hula et de la danse tahitienne représente un enjeu économique conséquent au Japon au début des années 2000. Dietri Real, 2011 sur 140. Confère la contribution de Jane Freeman Moulin dans ce volume. Soulignons enfin que les années 1970 ont marqué une période de lutte politique et de renouveau culturel, alors que de nombreux interprètes cherchaient à se détacher des extrêmes et des excès de la marchandisation, de nouvelles fusions des musiques des îles apparaissaient, telles que l'émergence de la Jawaiian music aux influences reggae, façonnant de nouvelles formes d'identité insulaire, tandis que les touristes, eux, réclamaient de la vraie musique hawaïenne. La musique s'est ainsi séparée du tourisme. Connell et Gibson 2008 sur 74. Revival et indépendance. Sans entrer dans le détail des discussions et débats qui ont eu lieu à propos du renouveau culturel dans le Pacifique, rappelons l'impact de la période des luttes nationalistes et des indépendances sur le développement de la musique, en concourant dans le même temps à la création de nouveaux répertoires et styles musicaux. Parallèlement, à partir des années 1960, les habitants commencent à changer d'angle de vue, à regarder vers l'intérieur et vers le passé pour se réapproprier leurs traditions, bien que les influences extérieures continuent à s'insérer dans un nouveau courant musical qui peut être qualifié de Contemporary Traditional Music and Dance Rendered in Contemporary Form. Kapler 1998 sur 126. Un terme général, Pan-Pacific Pop pour qualifier les musiques issues de cette dynamique apparaît alors, aux côtés du string band associé au local, cultural, ethnie et national identity. Kapler 1998 sur 137. À Tahiti, le revival débute dès les années 1960, Colson 2016 sur 83. À Hawaii, la musique et la danse hula jouent un rôle central dans la revendication morale et politique de l'identité hawaïenne, Friedman 2002. Dans d'autres archipels océaniens, la revalorisation des traditions considérées comme anciennes et pendant longtemps interdites par de nombreuses puissances coloniales, Amman 1997, Colson 2014, devient un outil politique soutenant des revendications indépendantistes. Mélanésia 2000, premier festival d'expression mélanésienne initié en 1975 à Nouméa, marque un tournant historique majeur en Nouvelle-Calédonie. Graille 2016. L'interdiction des musiques kanak dans les espaces publics pendant plus d'un siècle, à partir de 1854, incite en effet des leaders politiques indépendantistes tels Jean-Marie Djibaou à impulser une réflexion sur la création des apostrophes, un répertoire représentatif de l'identité kanak dans une perspective nationaliste. Il sera qualifié de Kaneka à partir de 1986, Amman 1998, Baudet 2011, Bensignor 2013, Genex Rabot 2016 et 2019.
Celui-ci contribue à diversifier le champ de la production musicale calédonienne autour de la fin des années 1980. M. Djibaou soulignait que notre objectif d'indépendance kanak socialiste, c'est d'affirmer ce que nous sommes sur le plan culturel. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais de rayonner et d'avoir une sagesse à partager. Dans cette perspective, il faut créer culturellement. Il faut que sur le plan artistique, il y ait des jeunes qui choisissent d'être formés. Dans le domaine de la peinture, du théâtre, de la littérature, de la danse, de la musique, il faut qu'ils prennent la parole sur le vécu actuel. On parle toujours de la culture traditionnelle, mais qu'est-ce que le traditionnel? Ce que les autres vivaient avant, mais dans 100 ans c'est ce que nous vivons aujourd'hui qui sera traditionnel, et dans 1000 ans ce que vous vivez aujourd'hui ça va peut-être valoir de l'or. Je crois qu'on a toujours une conception trop archéologique de la culture. Serait culture authentique ce qui est du passé? Par contre, tout ce qui est création contemporaine est perçu comme ce qui doit être authentifié, peut-être par le temps. Djibaou 1996/256. Au sein d'autres pays mélanésiens, dans la perspective d'accompagner la construction des nations indépendantes 1970-80, des éléments émanant des diversités socio-culturelles sont mis en avant, des langues océaniennes, des pidgins, des formes, des timbres, des instruments et des mélodies sont mobilisés dans la création, dans les string bands et le kaneka par exemple. Ces composants sont mobilisés en réponse à la recherche d'unité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.